Alors maintenant, nous allons continuer, nous allons nous intéresser au journalisme lié au climat, aux thématiques liées au climat. Comment, journalisme et climat, comment faire mieux pour mener à bien cette table ronde et pour la modérer. J'appelle Anne-Cécile Bras, journaliste à RFI. Bonjour Anne-Cécile, bienvenue. Comment ça va ? Notre spécialiste aujourd'hui. Et évidemment, alors, est-ce que je te laisse appeler nos invités ou tu veux le faire toi? Enfin, ou tu veux que je le fasse? Brancher ça, oui, c'est parfait. Ah, ça y est, elle a la main. Oui, je devrais y arriver. Très belle table ronde, Merci on est là. beaucoup. Évidemment, vous pouvez continuer à poser vos questions en ligne. Et puis, tout à l'heure, en salle, vous pourrez également participer et poser vos questions. Alors, j'invite tout de suite les gens qui vont participer à cette table ronde à me rejoindre. Donc, Khaled Souleymane, qui vient donc participer à cette table ronde, qui est kurde irakien. Vous vivez à Montréal, vous êtes journaliste environnemental depuis 2010. Vous publiez, vous pouvez vous mettre où vous voulez, là-bas ou là, comme vous voulez. Alors, là-bas, tiens, voilà. Il faut bien décider. Vous publiez des articles en kurde et en arabe dans différents médias. Vous allez nous expliquer tout cela. Tessir Ben Nasser, qui est tunisienne et responsable des sujets environnementaux pour le média en ligne Nawat, que vous nous présenterez dans un instant. Alpha Oumar Bagou Bari, qui est le président de l'association des journalistes scientifiques de Guinée, le directeur de la publication Univers Science, qui est un média en ligne. Oui, là, voilà, c'est très bien. Dont vous nous parlerez dans un instant. Et Aïda Diong Nyang, qui est sénégalaise, climatologue et co-auteur du 6e rapport du GIEC. Alors, Aïda, vous pouvez vous mettre, par exemple, là. Voilà, mettez-vous là. Puis moi, je vais me mettre là. On est bien comme ça? Il y a assez de place, je crois qu'on est bien. Vous prenez les micros, comme ça, tout le monde a un micro. C'est parfait. Donc, voilà, le changement climatique, c'est un sujet qui monte dans les médias, mais pas assez. Donc, pourtant, ça chauffe et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Vous avez peut-être vu cela la semaine dernière, selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique. La moyenne de la température mondiale a battu 4 jours consécutifs des records. Et les conséquences, on les voit dans nos pays respectifs. La Chine, notamment l'Est du pays, vit l'une des pires vagues de chaleur de son histoire. L'Inde, le Mexique, les États-Unis, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient affichent pour certains des températures supérieures à 46 degrés. Le record, la semaine dernière, peut-être que ça a été battu cette semaine, mais je ne crois pas. C'est 52,1 degrés à Furnace Creek, dans la vallée de la Mort en Californie, mais c'est peut-être pire dans d'autres zones où il n'y a pas de relevés. Et cette chaleur extrême explique les méga-feux. Par exemple, il y en a en Tunisie, mais il y en a aussi, vous avez peut-être vu au Canada, 8 millions de kilomètres carrés qui sont partis en fumée. C'est l'équivalent... on est à 9, là. Ouais, 9,3, voilà. 9,3 millions de kilomètres carrés. Ça monte. Il ne faut pas que je parle trop vite, moi non plus. Je vais ralentir, pardon. Donc ça monte, voilà, et c'est plus grand que l'Autriche, par exemple, en quantité de forêts brûlées. L'océan aussi suffoque en silence. Oui, bien sûr. Depuis plusieurs mois, les températures de surface ne cessent de grimper. La banquise fond plus vite que prévu. Enfin voilà, je m'arrête là. Mais on pourrait multiplier comme ça les conséquences des changements climatiques. Alors, la question, c'est comment est-ce que nous, à notre niveau, au niveau médiatique, nous pouvons faire le mieux possible pour informer. Le GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat, rappelle que tous les efforts collectifs doivent être déployés à tous les niveaux. Donc, nous sommes concernés à notre niveau pour essayer de faire les choses. Vous allez voir, tous les gens qui sont autour de moi font ce qu'ils peuvent. Mais voilà, si vous êtes dans cette salle ou si vous nous suivez à distance, c'est que j'imagine que c'est un sujet qui vous intéresse. Et vous vous posez sûrement, comme nous, comme moi aussi, plein de questions. Donc moi, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Anne-Cécile Bras, je suis journaliste à RFI. Et je m'occupe de l'émission C'est pas du vent, qui est l'émission environnementale depuis 14 ans. Donc Khaled Souleymane, je disais rapidement pour que les gens qui nous écoutent vous connaissent un petit peu mieux, vous êtes kurde irakien, vous vivez à Montréal, vous êtes donc en plein décalage horaire, mais
Bon, ça va. Ça va. Ça va, bon. Et donc, depuis 2010, vous êtes journaliste environnemental. Vous publiez essentiellement en kurde et en arabe. Vers quels médias? Bon, avant d'être un journaliste environnemental, j'étais un journaliste général. J'écrivais sur la politique, la vie culturelle, sociale, tout ça. Mais depuis 2010, je suis devenu un journaliste environnemental. J'écris, comme vous avez dit, en arabe et en kurde. En arabe, j'écris spécifiquement pour un site basé à Beyrouth qui s'appelle Daraj. Parce que pas tous les médias dans le monde arabe acceptent les articles d'opinion ou bien les articles d'investigation sur le changement climatique ou bien la dégradation environnementale. Bon, et en kurde aussi, je publie dans certaines plateformes médias en kurde. Mais spécifiquement, je publie mes articles sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai le sentiment que les articles surtout les articles très courts, ça passe très vite et il y a beaucoup de réactions, il y a beaucoup de commentaires. Alors, oui, ça c'est un bon moyen de passer le message au public. Tessir Ben Nasser. Donc vous, en Tunisie, vous êtes responsable des sujets environnementaux pour le média en ligne Nawaat avec 2 A, que je vous laisse nous présenter. Oui, donc moi je suis journaliste pour Nawat, qui veut dire noyau en arabe. Donc c'est un blog au départ qui a été créé par des opposants politiques à l'époque de la dictature et qui s'est professionnalisé après la Révolution. Donc en 2011, voilà, il y a un groupe de journalistes qui a rejoint l'équipe de départ. Et donc voilà. Donc moi j'ai commencé à Nawat en faisant essentiellement des articles porteurs de solutions. Donc j'écrivais sur plein de sujets très différents, mais avec cette approche, cet axe-là. Et puis depuis oui, à peu près 6 ans, j'écris quasi exclusivement sur les questions environnementales. Vous êtes seul dans ce média sur ce sujet? Oui. Et Alpha Oumar Bagoubari, donc vous, je le disais, vous êtes président de l'Association des journalistes scientifiques de Guinée et directeur de Universcience, qui est un média en ligne qui a été créé justement par cette association de journalistes scientifiques. Expliquez-nous cela. Bonjour, en fait, à la base, je suis journaliste de formation et j'ai commencé par le studio Hirondelle Guinée qui était ouvert par la Fondation Hirondelle à Conakry. Au bout de 2 ans, le studio Hirondelle a fermé. Mais avant, j'avais suivi une formation avec la Fédération mondiale des journalistes scientifiques sur l'écriture des informations scientifiques. Donc, après cette formation, avec des collègues journalistes guinéens, nous avons mis en place l'Association des journalistes scientifiques de Guinée. Et puis, au bout de quelques temps, on a dit, après, c'est une ONG, mais pourquoi ne pas avoir un média ? Et donc, on a mis en place universcience.com, qui est un média spécialisé qui traite des questions de science, pas exclusivement des questions environnementales. On parle de santé, de l'agriculture, des nouvelles technologies, de l'information. Naturellement, santé, environnement, agriculture, c'est le système One Health, ça regorge ce que... One Health, c'est une seule santé. Ça veut dire une seule donc, santé animale, une seule santé humaine, une seule santé environnementale. Donc, voilà pourquoi toutes ces thématiques se retrouvent sur universcience.com, qui a une chaîne YouTube, et Universcience est présente sur les différents canaux des réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, la chaîne YouTube et le site internet www.universcience.com, dont je suis le directeur de publication. Voilà, la pub est faite. Donc, Aïda Diongnyang, dans son 6e rapport, le GIEC, le 6e rapport qui est sorti cette année, a étudié notamment dans le groupe 3 la manière dont le changement climatique est médiatisé. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus d'articles sur ce sujet. Oui, effectivement. C'est bon, on monte. Oui, d'abord, je pense que c'est important de rappeler que nous sommes dans une période critique où les effets du changement climatique se manifestent dans toutes les régions du monde
et de façon multiple. Période également critique où nous devons prendre des mesures pour des transitions ou des transformations pour limiter les risques futurs climatiques. Donc, dans ce contexte, les journalistes et les médias ont un rôle important. En fait, ils peuvent façonner le discours climatique, le discours sur le changement climatique et la façon d'y répondre. Donc, le GIEC a évalué ce pouvoir de façonnage, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, a conclu qu'il y a beaucoup plus de rapports qui traitent du changement climatique et de manière plus précise, mais que de temps en temps, il y a également d'autres informations qui ne sont pas vérifiées scientifiquement, qui sont distillées par des groupes et qui peuvent retarder l'action climatique. Donc, dans ce contexte, il y a une responsabilité importante des médias et des journalistes. Et alors, vous me disiez, les chiffres, c'est en gros... On est passé de... pour une évaluation sur 59 pays à travers plusieurs régions du monde, on est passé de 47 000 articles entre 2016 et 2017 à 87 000 entre 2020 et 2021. Donc de 47 000 à 87 000, c'est doublé, mais c'est encore très peu. Alors que, vous le disiez, c'est vraiment le rôle des médias est vraiment important pour servir de courroie de transmission entre tout ce qui est produit par la science et les gens qui n'ont pas conscience de cette connaissance et même qui n'ont pas conscience parfois que ce qu'ils subissent au quotidien a une origine qui est le changement climatique. Effectivement, c'est important, je pense, pour les médias également de relier les problèmes sociétaux au contexte climatique. Et cela ne se fait pas souvent. Je peux donner peut-être un exemple. Récemment, au Sénégal, il y a eu des problèmes entre des communautés de pêcheurs. Il y avait une violence inédite, en fait, entre ces communautés. On sait qu'il y a une raréfaction des produits halieutiques. Ça peut être dû à une mauvaise gouvernance de la pêche, à la pollution directe, mais également à l'impact du réchauffement et de l'acidification des océans sur les ressources halieutiques. Donc, j'ai interpellé un journaliste que je connaissais pour parler de ce point-là, mais en fait, on voit qu'il y avait d'autres... enfin, l'information était plus dominée par des aspects politiques. Nous allons y revenir. Khaled Souleymane, pourquoi c'est important pour vous, rapidement, de parler de ces sujets ? Parce que l'environnement, l'écosystème, le système naturel, tout ça, c'est lié à notre vie, notre existence. Sans biodiversité, sans des forêts, sans de l'eau, tout ça, on ne peut pas continuer, on ne peut pas vivre. C'est notre source de nourriture. Imaginez, les insectes participent, tous les insectes sur la Terre, 70% pour produire notre nourriture. Alors, regardez ce rôle essentiel des insectes sur la Terre. Et donc, moi, je viens d'un pays dévasté par la guerre continue, guerre interne, guerre régionale, tout ça en Irak. Et nous, maintenant, nous faisons un problème, un défi, vraiment une menace. On a perdu jusqu'aujourd'hui presque 50% de notre terre, de notre sol. Et alors, sol, cette surface qui est finalement pas si profonde que ça et qui abrite beaucoup de biodiversité. Et c'est vrai que s'il n'y a plus de vie dans le sol, on ne peut plus cultiver. Je viens exactement sur ce point essentiel. Et la biodiversité, les insectes dans le sol constituent 25% de la biodiversité sur la Terre. Alors imaginez-vous, dans quelques années, et on n'oublie jamais que dans un pays comme l'Irak, la croissance démographique, c'est énorme. Alors maintenant, on a 43 millions de personnes en Irak. Alors moi, je me demande, dans 10 ans, dans 20 ans, comment on peut vivre ? Où vient notre nourriture, notre existence ? Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à parler, écrire et aborder ce sujet au débat public.
Tessir Ben Nasser, en Tunisie aussi, il y a beaucoup d'impact du changement climatique. On le voit notamment depuis le mois d'avril avec une sécheresse inédite qui impacte énormément les récoltes. Et pour vous, c'est ça qui vous donne envie, qui vous trouvez que c'est vraiment important de parler de ces sujets, c'est cette évolution de la situation? Alors oui, c'est essentiel d'en parler, déjà parce qu'on est déjà confronté au changement climatique. C'est une réalité quotidienne en Tunisie. Que ce soit la question de la sécheresse, donc du stress hydrique, la question aussi au niveau de l'agriculture également, on a plein de problématiques. Et donc là où je vais, en tout cas à chaque fois que je vais en reportage, j'y vais pour un sujet, mais je repars avec 10 sujets. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant de se dire à quel point cette question-là, en fait, elle bouleverse déjà de nombreuses populations. Donc notre rôle en tant que journaliste, c'est effectivement de parler de ce qui se passe, mais ne pas juste relater des faits. C'est aussi expliquer pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, de pointer aussi la responsabilité. Comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Est-ce qu'il s'agit juste de phénomènes naturels ou est-ce que c'est le résultat de politiques? Et donc, on demande des réponses politiques. Donc voilà, tout ça, pour moi, c'est le rôle du journaliste. Et c'est vrai que la question environnementale, elle est vraiment relayée, c'est vraiment secondaire. En Tunisie, c'est assez étonnant parce que la population est confrontée à ce sujet-là quotidiennement, mais ce n'est pas un sujet qui intéresse forcément. Donc moi, mon approche, mais beaucoup de journalistes la partagent et on l'a déjà évoqué, c'est de faire le lien entre les problématiques environnementales et les questions économiques, les questions politiques, et de faire le lien et que la question environnementale soit une question qui soit transversale. Voilà. Oui, ce qui est la réalité. La dégradation de l'environnement touche à tous les domaines et remet en cause l'ensemble du fonctionnement de nos sociétés. Alpha Oumar Bagboubari, en Guinée, on voit aussi évidemment les impacts du changement climatique. Qu'est-ce qui vous motive, vous? C'est quoi votre moteur pour parler de ces sujets? La motivation, elle est simple. Notre existence est menacée sur Terre. Parce qu'après, il y a des communautés, il faut dire que la Guinée, par exemple, il y a une très longue zone côtière, mais ces populations vivent du quotidien sous une pression de la nature. Même si ces populations ne savent peut-être pas, ou globalement, la cause. Comme le disait ma consort tout à l'heure, beaucoup de populations pensent que c'est un fait divin, c'est naturel, ça peut arriver, ça doit arriver quand Dieu l'a prévu, ça doit se faire. Alors que leur activité elle-même peuvent accélérer justement le changement climatique. Donc il y a une menace réelle, ce qui fait qu'au sein de notre organisation, on a mis un accent particulier sur les questions de changement climatique. C'est pourquoi on a même candidaté lors de l'appel d'offres de CFI pour le projet Terra Africa. Et donc notre média a été sélectionné avec d'autres médias guinéens et de la sous-région ouest africaine pour un projet de formation et de création de contenu justement sur les questions d'environnement. Alors justement, Aïda Diongnyang, sur la formation, parce que est-ce qu'il n'y a pas un problème de formation aussi des journalistes? Si on parle si peu de ces sujets dans les rédactions, est-ce que ce n'est pas par méconnaissance? Dans le micro. Avant cela, je voudrais juste rebondir sur un fait que j'ai entendu. En fait, le panel précédent parlait d'injustice climatique. Donc, ceux qui émettent le moins, que ce soit les pays, les régions qui émettent le moins ou les communautés, subissent plus les conséquences du changement climatique compte tenu de leur vulnérabilité. Mais là également, on peut parler d'injustice climatique parce que ce sont aussi les populations qui souffrent le plus, qui ont moins accès à l'information, d'un point de vue de l'information. Maintenant, pour revenir à la question, tu peux me rappeler? C'était sur la formation. Oui, effectivement, la formation, c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même, en tout cas en ce qui me concerne, il y a des demandes de formation. Donc, j'ai eu à participer à des séances de formation pour des journalistes dans le cadre du projet Terra Africa. Mais c'était une formation sur les conclusions des rapports du GIEC. Moi, je pense qu'il faudrait penser à la formation dans le plus long terme
notamment pour une meilleure compréhension des concepts du langage utilisé. Parce que en discutant avec les journalistes, je vois que quand même il y a un effort à faire dans ce sens. Également, un point important, c'est les nuances, les incertitudes qui sont présentes dans le discours scientifique. Et c'est pour en fait parler de la robustesse des résultats. Mais souvent, c'est incompréhensible par le grand public ou par les journalistes qui ne sont pas habitués. Tant bien même que le GIEC a fait un effort pour avoir une cohérence à travers les différents rapports, les différents cycles, les différents groupes de travail, avec la mise en place d'un langage calibré. Mais également, on a évalué la compréhension des individus, le public, de ce langage calibré. On a vu quand même, malgré tout cela, il y a des malentendus. Oui, par exemple, il y a beaucoup de confusion entre la météo et le climat. Également, il y a des problèmes d'échelle, c'est-à-dire qu'on parle de manière globale à l'échelle de la planète sur des pas de temps qui sont quand même assez longs, à l'horizon 2030, 2050, 2100. Tout ça, c'est difficile à comprendre. effectivement, même ici, le premier jour, en fait, j'ai rencontré 2 journalistes et je parlais de projection climatique, mais je voyais que eux, leur compréhension, c'était les prévisions météo à 2 ou 3 jours. Je pense que c'est des concepts importants qu'il faut comprendre à la base pour parler du changement climatique, entre les prévisions météorologiques à 2-3 jours, la prédiction climatique qui est à l'échelle d'un mois et plus, et les projections climatiques qui sont basées sur des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Également, d'autres concepts. L'échelle de temps, c'est important parce que parfois, on peut donner des informations en disant que, par exemple, il y aura peut-être des changements abrupts, mais les journalistes peuvent le reprendre et parler de changements subits qui vont arriver tout de suite, alors que peut-être que c'est à l'échelle du siècle. Bon, maintenant, ce qui est nouveau quand même dans le 6e rapport, c'est qu'il y a un effort pour parler des changements à moyen terme, à long terme, l'horizon 2040-2050 et même 2030 par rapport au dépassement de la température à 1,5 degré, qui est un des objectifs de l'accord de Paris. Ça aide quand même. Alors venons-en du coup aux difficultés que vous rencontrez chacun dans l'exercice de votre profession de journaliste environnemental. Raled, vous me disiez en préparant cette conférence, il y a un problème important, ce sont les manques de données. C'est-à-dire vous manquez d'informations pour étayer des faits qui se passent sur le terrain. Vraiment, ça c'est un défi pour moi. Dans un pays comme l'Irak ou bien d'autres pays au Moyen-Orient et Afrique du Nord, ça c'est un problème quotidien qu'on se passe. Quand on demande des données, il n'y en a pas. Et surtout en Irak. Et donc, écoutez, je vais raconter juste une petite histoire. Il y a quelques années, il y avait un rapport, une étude scientifique publiée dans une revue scientifique. Alors, l'étude, c'était sur comment, pendant 40 dernières années, on a perdu 1 million d'espèces sur la Terre. Alors, j'ai dit, oh, mon Dieu, c'est énorme. Alors, j'ai cherché, j'ai trouvé l'email de l'auteur. Il y avait l'article, c'était collectif, mais il y avait une personne qui était le responsable, l'auteur principal. Alors, je lui ai envoyé un message, je lui ai posé une question. Il est basé en Australie. J'ai dit, est-ce que le Moyen-Orient est inclus dans le rapport? Et il m'a répondu, il m'a dit non, malheureusement, il n'est pas inclus. Mais j'ai dit, comment vous dites sur la planète partout? Et ça c'est vraiment une question importante. Il ne faut pas croire tous les jours toutes les études scientifiques. Il faut toujours se questionner et vérifier les informations. Alors, j'étais obligé, pour écrire mon article, j'étais obligé à contacter des scientifiques, des académiques, des centres de recherche, des universités en Irak. Et il n'y avait aucune information sur la perte de biodiversité sur l'espèce en Irak. Et ça, c'est un problème. Et si... Allez-y, pardon. Oui, non, c'est sûr que c'est compliqué. Il y a aussi le problème de la langue, parce que vous disiez, j'ai écrit à l'Australie.
Ça veut dire que, bon, vous, on a bien compris, vous, Non, vous nous parlez en français, là, mais vous avez dû écrire en anglais. Les oui, c'est ça. australiens, Oui, j'imagine, tout à fait. vous parlez kurde, vous parlez arabe, Bah, mais c'est un vrai souci, parce que c'est vrai que l'essentiel des rapports scientifiques sont souvent en anglais, donc c'est difficile. J'aimerais bien, pardon, juste pour finaliser ma phrase, j'aimerais bien vous dire que tous les rapports de le panel intergouvernemental sur le changement climatique, moi, ce sont mes sources principales. Mais avec chaque rapport, je dois aller chercher une histoire sur le terrain. Parce que ça, je dois faire un lien entre le rapport et la réalité. Sinon, c'est trop théorique, Sinon, c'est trop loin des gens. lourd pour les audiences. C'est trop lourd, c'est abstrait. Alors, c'est ça ma façon de faciliter les choses. Désir, oui, je pense que par rapport à la question des données, je pense que les journalistes ils jouent un rôle essentiel dans l'exploitation des données, parce que finalement, c'est nous qui les rendons accessibles au plus grand nombre. Et donc, quand il n'y a pas de données, on ne peut pas faire grand-chose. Et je trouve que ça donne aussi un manque de profondeur et de pesanteur à l'article. Moi, dans mon travail de journaliste, j'avais réussi les premières années à avoir quand même accès à un grand nombre de données, ou au moins de rapports, donc que je pouvais. Enfin, on a beaucoup fait ça à NAWED, donc avec beaucoup de graphiques, en tout cas des images qui sont très parlantes en fait. Voilà, une personne qui n'a pas envie de lire tout l'article pouvait effectivement juste se contenter de regarder les graphiques et puis de comprendre la problématique. Aujourd'hui, sans données, moi, je me sens un petit peu démunie. Et puis surtout, je me contente de parler du terrain, mais j'aimerais pouvoir donner un peu plus de profondeur avec le regard du scientifique, avec un scientifique qui a des chiffres à me donner, des chiffres. Alors, en Tunisie, est-ce qu'il y a suffisamment d'organismes de recherche? Qui sont vos interlocuteurs, en fait? Alors, il y en a, mais le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de contact avec eux. Quand on en a, moi, je vois tout de suite la différence. Moi, je comprends mieux la problématique et puis j'arrive à mieux l'expliquer dans mes articles. Donc, je réalise à quel point c'est important. Mais en fait, ça, c'est de plus en plus rare. Et quand il s'agit d'avoir des informations auprès des ministères, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, aujourd'hui, les seules études ou rapports auxquels on a accès... C'est lié au contexte tunisien. C'est lié au contexte politique actuel. Mais donc moi aujourd'hui les seuls rapports auxquels j'ai accès, c'est plutôt des rapports qui sont réalisés par des ONG internationales ou des représentants de gouvernement, comme l'Agence française de développement ou la GIZ. Voilà, donc c'est ce qui nous permet un peu d'avoir quelques éléments scientifiques dans nos articles. Alpha, quelles difficultés vous rencontrez, vous, en Guinée ? C'est une difficulté commune. Hein. C'est vrai qu'il y a quelques rapports qui sont produits, et en se focalisant sur le rapport de GIEC, par exemple, le dernier rapport. Mais souvent, au niveau local, on est confronté à la difficulté d'obtention de spécialistes au niveau local pour interpréter justement les rapports qui sont produits au niveau international. Décliner, en fait. Tout à fait. Mais même au niveau de la qualité de l'air, par exemple, je prends un exemple concret sur la zone de Fria, où il y a la première usine d'exploitation minière du continent africain. Mais l'usine est vraiment vieillissante. Donc, il y a une pollution de l'air qui ne dit pas son nom dans cette zone. C'est remarqué, c'est visible par tout le monde. Notre équipe est allée pour produire un magazine il y a quelques mois, mais le directeur préfectoral de l'environnement et les spécialistes que nous avons tenté de rencontrer au niveau local et au niveau de Conakry, il n'y avait pas une étude disponible, par exemple, sur la qualité de l'air de la zone. Alors que tout le monde est conscient qu'il y a de la pollution, les populations sont en train de tousser, il y a des témoignages, des gens sont malades. À l'hôpital, ça se confirme qu'il y a des gens qui passent pour faire des visites et c'est lié à la qualité de l'air. Mais il n'y a pas une étude, il n'y a pas de données concrètes pour dire voilà, la qualité de l'air dans la préfecture de Fria est de telle.
Et donc, ça constitue un danger pour les populations. Malheureusement, même si tout le monde le constate, et c'est effectif. Il y a également la fuite des déchets, la soude caustique de l'usine, due naturellement au vieillissement des appareils, et ça se déverse sur des fleuves. Les populations pêchent dans ces fleuves. Mais il n'y a pas d'études concrètes également pour dire, bon, voilà, la qualité de l'eau de ces fleuves-là n'est pas du tout bonne et donc n'est pas du tout utilisable, mais les populations en consomment. Il y a même des gens qui attrapent des maladies en consommant l'eau de ces fleuves-là. La nappe phréatique, il y a des puits qui sont creusés. Si ce n'est pas à une profondeur assez grande, profonde, il n'y a pas l'eau qui provient de ces puits n'est pas du tout consommable. Mais il n'y a vraiment pas d'études concrètes pour pouvoir vraiment aider les journalistes à mieux traiter ces questions-là pour apporter des solutions à ces populations au niveau local. Aïda Dionyang, c'est vrai que c'est un vrai souci quand même, cet accès aux données, que ce soit la barrière de la langue. Enfin, je sais quand il y a un rapport du GIEC qui sort, par exemple, moi je me mets en contact avec le service de presse, le contact se fait en anglais, tous les échanges ont lieu en anglais. Quand on ne parle pas anglais, déjà ça fait une grosse barrière. Et puis ensuite, il y a aussi comprendre ce lexique compliqué, pouvoir avoir accès aux données, comme ça a été dit, qui est compliqué. Est-ce que, en tant que scientifique, c'est des sujets dont vous parlez entre vous pour essayer de faire en sorte que les médias, notamment du Sud, aient, je ne sais pas, plus de traduction, plus d'accès à des données? Effectivement, on parle de voir comment on peut rapidement traduire les résumés destinés aux décideurs, les résumés à l'intention des décideurs très rapidement dans toutes les langues des Nations Unies. Mais c'est vrai que lors de la publication, c'est en anglais. Mais je vois aussi un autre problème aussi, parce que souvent, les journalistes, pour parler aux communautés locales, sont obligés aussi de transcrire ces rapports, même s'ils existent quelques semaines ou quelques mois après en français, de les transcrire dans les langues locales, avec les concepts que même les scientifiques également ont du mal à transcrire. Donc, par rapport aux données également, le manque de données aussi impacte l'évaluation du changement climatique. Dans le dernier rapport du GIEC, par exemple, par faute de manque de données, on n'a pas pu évaluer la tendance des pluies fortes. Alors que sur le continent, tout le monde dit qu'il y a une augmentation des pluies fortes, mais par manque de données ou par manque de publication, ça n'a pas pu se faire. Et c'est en Afrique centrale où le problème de manque de données se pose plus, même pour la température, qui est un paramètre en général observé partout. Récemment, on en parlait tout à l'heure, les études d'attribution des inondations meurtrières en RDC au niveau du lac Kivu. Alors, il faut expliquer, en fait, c'est une science récente qui s'appelle la science de l'attribution. Quand il y a des phénomènes extrêmes, il y a des scientifiques maintenant qui travaillent dans un temps relativement court, pour essayer de voir quelle est la part du changement climatique dans ces catastrophes extrêmes. Donc, il y a eu des inondations très, très fortes en République démocratique du Congo et au Rwanda en mars dernier. Et donc, il y a tout un groupe d'un certain nombre de journalistes internationaux qui ont essayé de voir quelle était la part de ces inondations liées au changement climatique. Et les résultats, malheureusement, ont été très décevants. Effectivement, on sait que, bon, une des conséquences du changement climatique, c'est l'augmentation des extrêmes. Mais quand il y a un événement, on fait des études d'attribution pour voir quelle est la part due au changement climatique. Et pour ce faire, il faut avoir des données actuelles et également des données historiques. Donc, par faute de données, cette étude n'a pas pu se faire. Par contre, des études d'attribution ont pu se faire sur les inondations également meurtrières du Nigeria l'année dernière. Alors, l'objectif de cette table ronde, maintenant qu'on a parlé des difficultés, c'est comment faire mieux. C'est ça le thème. Donc, du coup, j'aimerais vous donner la parole aux uns et aux autres. Tassir, vous disiez ce que vous faites en Tunisie pour essayer justement d'accrocher les gens et de faire le lien entre ce qu'ils vivent au quotidien et le changement climatique, c'est raconter des histoires. Alors, ça veut dire quoi? Vous allez sur le terrain, vous essayez de faire le lien entre vos connaissances scientifiques et puis ce que vous voyez sur le terrain? Oui, c'est ça. Alors moi, je suis beaucoup en relation avec la société civile. C'est vraiment la société civile qui m'aide à savoir ce qui se passe sur le terrain et qui me remonte des informations.
Et puis, ils ont une connaissance voilà, importante, avec des précisions que je n'ai pas. Donc c'est souvent donc la société civile qui me renvoie donc des informations. Après moi, je fais le travail de journaliste, donc d'enquête. Et puis je vais sur place et là je fais mon reportage. Et en fait, en donnant la parole en fait à des personnes qui sont directement touchées par ces questions, en fait, voilà, forcément. En racontant leur histoire, en fait, non seulement ça touche, et puis les gens réalisent à quel point la problématique à laquelle ils sont confrontés, elle est partagée par d'autres. Et je pense que c'est ça aussi notre travail en tant que journaliste, c'est de faire réaliser aussi qu'il ne s'agit pas d'un problème isolé, mais d'un problème qui est partagé, en tout cas en Tunisie, vraiment à l'échelle nationale. Cette année, on a vu des problématiques de sécheresse qu'on connaissait plutôt dans le sud. On a retrouvé les mêmes problématiques dans le nord. Donc c'est vraiment des choses tout à fait nouvelles qui sont importantes à mettre en avant. Et c'est effectivement, c'est raconter des histoires, mais c'est aussi justement être dans un nouveau récit. Parce que pour moi, la question environnementale, c'est aussi une remise en cause des modèles de développement qu'on a connus jusque-là. En tout cas, moi, j'essaye à chaque fois, à chaque reportage aussi, de questionner mes interlocuteurs en disant mais on en est là, mais pourquoi? Enfin, et j'essaye d'aller vraiment le plus loin possible avec eux pour qu'on ne reste pas uniquement sur des témoignages et des faits. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret? Vous me parliez par exemple des élevages qui sont en train de disparaître à cause de la sécheresse, des gens qui changent de métier. Oui, c'est ça. Donc on a une paysannerie très importante en Tunisie. C'est un métier qui n'a pas encore disparu, comme ça peut être le cas en Europe, où on est passé de la paysannerie à de grands exploitants agricoles. Donc on est plutôt sur des petits agriculteurs, petits paysans, et c'est un métier qui est en train de disparaître parce que, notamment à cause de la sécheresse. Donc j'ai été dans une région du nord de la Tunisie, donc qui est a priori, ils ne sont pas les premiers à être confrontés à ces questions-là, mais cette année, ils l'ont été. Et j'ai vu des paysans vendre tout leur bétail et changer de métier, et vendre leurs terres. Donc ça, c'est des problématiques voilà, actuelles, et c'est dramatique. Et donc, vous documentez cela. On va tous crever. On va essayer. Justement, on a dit qu'on allait essayer de mobiliser pour éviter ça. Mais parce que, Aïda, rassurez-moi, les scientifiques du GIEC disent qu'on peut encore agir. Hein. Dans le micro. On peut encore agir, mais on a une fenêtre très courte. Donc, cette décennie est capitale. Parce que si on n'agit pas cette décennie, parce qu'il faudrait que les émissions commence à baisser dès la fin de cette décennie, pour baisser presque de moitié, pour garantir une température à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. On sait que déjà, avec une température de 1,5 degré, certains risques vont augmenter. Raled, comment vous faites, vous, pour justement ne pas traduire les rapports scientifiques par « on va tous crever » Bon, c'est vraiment traduire les rapports scientifiques à un langage ou bien une narration simple et facile à comprendre pour les audiences n'est pas un travail facile. Alors, c'est la raison pour laquelle tout à l'heure j'ai dit chaque fois quand je lis un rapport scientifique, alors je dois aller chercher une histoire, faire un lien entre la réalité et la théorie. Alors, par exemple, qu'est-ce que vous avez fait récemment, pour nous donner un exemple? Récemment, bon, je vais encore, parce que je suis un journaliste, je m'intéresse toujours de raconter une histoire. Une fois, j'ai lu un rapport très important sur les rôles des animaux dans les forêts. Comment les forêts s'élargissent à l'aide des animaux. Donc, j'ai raconté l'histoire des écureuils dans les forêts. Et comment le noix de Grenoble s'élargit par l'aide d'écureuils. Et qu'est-ce que je faisais? On a en Kurde une chanson très jolie pour les enfants. Et tous les Kurdes, les femmes, les hommes, quand on était petits, alors on se souvient toujours de cette chanson. Et cette chanson parle d'écureuils. Alors, j'abordais ça
Mais je ne comprends pas, les curés dans les forêts. Écureuil. Ah, J'ai dit... pardon. l'écureuil. Pardon, j'ai mal. Moi, je comprenais les curés. Alors. Non, j'ai mal. Il y a un truc, je vous laisse bon. parler, mais il y a un truc qui m'échappe. Mais d'accord, l'écureuil. Peut-être j'ai mal prononcé le nom. Ça y est, c'est plus clair. Non, vous n'avez pas mal prononcé, c'est moi qui ai mal compris. Prononcé le nom. L'écureuil. L'écureuil, ok. L'écureuil. Pas... Alors, le rôle de ce petit animal dans la forêt. Et donc, et on avait, comme je dis, une chanson dans notre culture. Ça, c'était l'article le plus attirant dans tous mes articles sur Daraj. Alors, c'est l'éditeur en chef qui m'a dit c'était l'article le plus lu sur la... parler aux gens parce que... Parler aux gens, parce que pourquoi on doit resensibiliser la relation entre les humains et les animaux. Et ça, pour moi, c'est vraiment un point essentiel. On parle souvent comment humaniser les choses, comment humaniser les rapports scientifiques, etc., etc. Nous parlons de nous-mêmes souvent, mais il faut aussi animaliser les choses, animaliser les théories, les rapports scientifiques, académiques, tout ça. Pourquoi? Parce que la relation entre les humains et les animaux, c'est l'histoire de la Terre. Et ça, c'est ma façon de visibiliser les choses, vulgariser les choses. Nous sommes le vivant. Ah oui, c'est ça. Et donc, Alpha, vous, comment est-ce que vous faites au sein de votre média Univers Science pour essayer de faire passer ces messages, de toucher les gens et d'intéresser les gens, hein, parce que voilà, on n'a pas toujours envie de lire les sujets environnementaux, ce sont rarement des bonnes nouvelles. Bon, ce que nous faisons, c'est d'aller justement vers ces communautés-là. Ne pas se contenter des déclarations des politiques et des rapports des institutions de recherche, c'est d'aller justement vers ces communautés-là pour tenter de savoir d'abord qu'est-ce qu'elles savent des changements climatiques. Parce que beaucoup pensent que s'il y a de la montée des eaux chez eux, c'est que c'est naturel, ça devait arriver. Alors qu'elles sont en train dans la zone côtière par exemple, elles sont en train de faire de la salinisation, elles sont en train de couper la mangrove qui constitue des barrières naturelles pour la montée des eaux. Et donc, c'est d'aller d'abord vers les communautés pour savoir ce qu'elles savent justement de ce qu'elles vivent. Et le constat est que beaucoup ne pensent pas que leur activité au quotidien peut contribuer au changement climatique. Donc, à partir de là, nous essayons d'identifier les personnes ressources en fonction de l'étude qui a été menée. Dernièrement, c'est des chercheurs guinéens qui ont travaillé sur le fait qui ont prouvé à travers une étude que la boue rouge, la Guinée, c'est un pays où il y a de l'exploitation minière, et il y a de la boue rouge qui est déversée dans la nature et ça fait disparaître des terres cultivables. Et des chercheurs ont travaillé sur une étude. La boue rouge et les écosses de riz, la Guinée fait partie des plus grands producteurs du riz sur le continent, et que la boue rouge combinée avec les écosses de riz peut nous permettre d'avoir des briques pour la construction des maisons, des briques qui peuvent résister mieux que les briques à ciment. Alors, c'est des solutions qui peuvent permettre justement aux zones qui sont... aux zones là où il y a des sociétés minières d'utiliser justement cette boue rouge-là et combiner avec des écosses de riz pour se faire des briques qui peuvent être moins chères et qui durent mieux que les briques à ciment. Donc, si on identifie l'étude, on vient vers la zone où il y a le sujet qui concerne le résultat de l'étude pour échanger avec les populations, savoir ce qu'elles sachent et puis combiner leur réaction avec la réaction des scientifiques. Généralement, dans notre média, les politiques sont assez écartés parce qu'après, le discours, il est le même. Nous allons faire ceci, nous avons fait cela, alors que sur le terrain, concrètement, ce sont les ONG, les associations qui font du travail sur le terrain. L'État se contente de faire des grandes annonces, alors que si tu pars sur le terrain, tu vérifies
il n'y a pas un travail concret qui se fait. Donc, on met l'accent sur les personnes principalement touchées par les phénomènes. Aïda? Moi, je pense que c'est difficile, en fait, de parler de l'urgence climatique sans verser dans le côté dramatique. Parce que même au niveau des auteurs, hein, on a un accompagnement avec des conseils en communication pour essayer de véhiculer un message juste et éviter également de dire qu'il n'y a plus rien à faire pour que le message ne soit pas « il n'y a plus rien à faire ». Et un exemple que je prends, c'est l'élévation du niveau de la mer. On sait que quel que soit le scénario d'émission qu'on va prendre, c'est acté. L'élévation du niveau de la mer va continuer. Mais un message positif, c'est que selon les scénarios d'émission, le rythme avec lequel l'élévation du niveau de la mer va se faire est différent. Par exemple, un scénario à très faible émission fera que d'ici la fin du siècle, on ne va pas dépasser 50 cm par rapport à 1900, alors qu'un scénario à très forte émission fera qu'on va dépasser 1 mètre. Donc c'est aussi un message positif parce que ça donne plus de temps pour mettre en place des mesures d'adaptation. Mais c'est pas aisé, j'avoue que c'est pas aisé, même au niveau des scientifiques, parce qu'on sait que l'urgence est là. Mais comment en parler également? Parler de solutions. Parce que moi, j'ai travaillé dans le groupe 1, on parle des effets du changement climatique sur les paramètres physiques. Mais le groupe 2 et le groupe 3 parlent des solutions d'adaptation, de solutions par rapport à l'atténuation. On sait que, par exemple, pour décarboner l'énergie, on voit que le prix, par exemple, des énergies renouvelables est en forte baisse. En 10 ans, ça a baissé de 85%. Donc, c'est des messages positifs également qu'il faut véhiculer. Ce qui manque maintenant, c'est le courage pour faire face à cette inertie, surtout de la part des politiques. Alors, dans 5 minutes à peu près, vous aurez la parole et vous pourrez poser vos questions pour participer à ce débat. Il y a une équipe de chercheurs de l'Université de Lausanne qui a passé au crible 50 000 publications scientifiques, notamment des fameuses... quand on est journaliste environnemental, on suit beaucoup les articles qui sont publiés dans 2 revues qui s'appellent Nature et Science. Et la manière dont, justement, ces études scientifiques avaient été reprises dans les médias, essentiellement européens et nord-américains, mais ça a des déclinaisons, évidemment, aussi dans les médias du Sud. Et en fait, l'une de leurs conclusions, c'est que notre cerveau n'est pas conçu en fait pour s'adapter aux menaces lointaines, qu'il s'agisse d'un horizon temporel ou géographique, et qu'en effet, la bonne solution, c'est ce que vous faites finalement, les uns et les autres, c'est de raconter des histoires au plus près, mais des populations locales. Mais comment est-ce qu'on fait pour ensuite que ça déclenche de l'action, en fait? Parce qu'on peut documenter la catastrophe, mais l'idée, c'est là où tout ne dépend pas évidemment des médias, mais on a un rôle clé aussi pour mobiliser au-delà de l'information. Comment est-ce que vous vous appropriez cette part-là dans votre travail, Cécile? Alors, déjà, c'est très difficile, je trouve, de mesurer l'impact de notre travail. Donc c'est vrai qu'on publie une vidéo, un article, on regarde un petit peu si ça tourne ou pas dans les réseaux sociaux, l'interaction avec le public. Enfin bon, ça ne va pas beaucoup plus loin. Par contre, moi, ce que j'essaye de faire, et ça c'est le journalisme de solutions qui me l'a appris, c'est de mettre en avant des solutions pérennes et qui sont facilement, qui peuvent être multipliées sur le territoire. Et en mettant et en parlant de la façon dont ça a été fait, de la méthodologie, de la méthodologie qui a été appliquée par ces initiatives. Moi, j'ai pu observer des initiatives qui ont été reproduites. Je peux donner un exemple très, très rapide. J'ai fait un article sur des citernes publiques qui ont été rénovées donc à Djerba, qui est une île dans le sud de la Tunisie, qui est confrontée depuis de très nombreuses années au problème d'eau. Donc, il y a très régulièrement des coupures d'eau. Et donc, il y a une association qui s'est dit, on a des citernes publiques, on en a plus de 200 sur le territoire, sur l'île de Djerba. On va aller les rénover et ça va permettre à de nombreux villages d'avoir accès à l'eau. Et effectivement, une citerne publique, donc là, ils en ont rénové 15 sur les 200, donc c'est en cours. Et une citerne publique dans un village où j'ai été a permis à 2500
personnes d'avoir accès à de l'eau potable. Donc c'est vraiment des solutions qui sont assez simples à mettre en œuvre. Ça ne coûte pas très cher de rénover des citernes. Et des citernes publiques, il y en a partout sur le territoire tunisien. Mais elles sont laissées à l'abandon depuis qu'on a l'eau courante. Voilà. Et donc, il y a des associations qui ont trouvé cet article-là, qui m'ont contacté ou qui ont contacté l'association en question et qui ont dit, bah voilà, c'est assez simple à mettre en œuvre, allons-y, faisons-le dans notre ville. Donc voilà, ça reste des choses à petite échelle, mais voilà, je me dis que quand même, ce qu'on écrit a parfois un écho, et heureusement. Khaled? Vous savez, pendant la propagation de Covid-19, j'ai écrit un article. Bon, c'était le titre, si je me souviens bien, j'écris « Le changement climatique est plus dangereux que Covid ». Alors, il y avait une discussion sérieuse quand j'ai mis l'article sur les réseaux sociaux. Alors, beaucoup de gens, beaucoup de commentaires m'ont dit que j'exagère. Le changement climatique n'est pas plus dangereux que le Covid-19. Mais justement parce que le Covid-19 était juste devant chez nous, devant la porte. Alors, il était une menace très proche de nous. Mais voilà, le Covid-19 est fini. On a dépassé la période, mais la menace du changement climatique continue. Et voilà, ça c'est tout à fait ce que vous avez dit. Et moi, j'ai posé cette question à des jeunes que je rencontre dans ma vie quotidienne. J'ai dit, est-ce que vous vous intéressez de parler, de discuter sur le changement climatique? Un de jeunes m'a dit exactement la même réponse. Et il m'a dit, ma tête n'est pas faite pour le changement climatique. J'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie quotidienne. C'est très loin, ça, c'est une menace très, très loin. Je vais vivre 50 ans, 60 ans, 80 ans, ça suffit, c'est bon. Il n'y a pas de compréhension des problématiques quotidiennes impactées. C'est la raison pour laquelle, je disais tout à l'heure, il faut vraiment sensibiliser. Non, c'est l'écureuil curé. Ah. J'aimerais bien avoir ça, merci. Et c'est bon, je termine ma phrase. C'est la raison pour laquelle je dis il faut vraiment resensibiliser les communautés envers le système naturel, écosystème, biodiversité, tout ça. Alpha? Personnellement, disons, c'est très difficile de mesurer l'impact de ce que nous faisons sur le terrain, parce qu'après, même si tu fais une étude d'audience, tu te dis, la personne est en face de toi, elle a du mal à te dire non, qu'elle ne te suit pas. Donc elle peut naturellement te dire, oui, nous apprécions ce que vous faites, donc ça va. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'avec Universcience, vous faites aussi des traductions et vous, pour faire des sons que vous diffusez dans les 35 radios locales en langue locale. Donc là, vous allez quand même au plus proche des communautés. Est-ce que, par exemple, au sein de ces communautés, celles dont vous parliez tout à l'heure, par exemple, est-ce que vous voyez des changements de compréhension ou même de comportement? Le changement, le magazine qui est suivi dans les radios rurales qui sont implantées dans les 33 préfectures de la Guinée, c'était vraiment un magazine santé. Mais l'objectif au sein de Universcience, vu qu'il y a un retour positif sur ce magazine-là, sur les populations au niveau local, c'est de faire la même chose sur les questions de changement climatique, parce que l'avantage avec les radios rurales, elles sont les radios de proximité dans les préfectures. Donc, elles sont écoutées et chaque radio diffuse des contenus en fonction de la langue qui est parlée dans la localité. Et donc, au sein de Universcience, nous faisons des mini-magazines en français, plus les différentes langues, les langues principales de la Guinée, ce qui fait que si c'est diffusé sur notre site Internet, pour un citoyen qui ne parle pas forcément français, il a fait son intervention en Soussou ou en Manika, il peut bien suivre son report, le compte rendu, et en s'écoutant dans la langue de sa communication. Alors, c'est le moment des questions. Merci beaucoup. Aïda, pardon. Sur l'action climatique, on voit qu'en fait, surtout en Afrique, l'action climatique est plutôt parcellaire
Et c'est plus les communautés qui en souffrent le plus quand on parle de l'adaptation au changement climatique, qui prennent des actions incrémentales. Mais moi, je pense que l'action viendra de la demande citoyenne, parce que les politiciens, ils ont leur temps, c'est les élections. Et pour que l'action vienne de la demande citoyenne, il faut aussi continuer à écrire des articles, à faire comprendre aux citoyens que ce qu'ils vivent, par exemple, concernant l'insécurité alimentaire, la baisse des ressources en eau, certains problèmes de santé, sont liés au changement climatique. Par exemple, là, j'en discutais avec une Sénégalaise, nous sommes dans des préparatifs des élections, c'est un peu loin, mais on en parle déjà. Mais quand les politiciens sont invités, il n'y a aucun journaliste qui leur pose des questions par rapport à leur politique environnementale ou concernant le changement climatique. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? On a un quart d'heure là pour échanger. Ah, je vois qu'il y a plein de mains qui se lèvent. Le micro arrive. Merci beaucoup. Mon nom, c'est Roland Daziaka et j'interviens aussi sur cette thématique. Ma question aujourd'hui, c'est d'abord un complément. Aujourd'hui, avec la crise climatique et puis les fausses informations sur la question climatique, parce qu'il y a des infox aussi sur la désinformation, sur le sujet même. Comment vous arrivez à traiter ça dans vos rédactions? La deuxième intervention, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de voir comme si le climat est l'arbre qui cache la forêt des questions environnementales aujourd'hui. Et en tant que journaliste environnemental qui intervient sur ces questions, comment vous arrivez à créer des liens entre les questions de changement climatique, de la biodiversité et de la pollution? Merci beaucoup. Merci. Donc, vous voulez répondre? Moi, je vais commenter sur la première question. C'est à propos de désinformation. Juste pour votre connaissance, il n'y a pas juste des informations. Il y a aussi des théories scientifiques qui encouragent les gens de travailler sur certaines solutions ne sont pas vraies. Par exemple, aux États-Unis, en Australie, même en Europe, il y en a de subventions pour par exemple la théorie de injecter l'aérosol. Et ça, c'est contre la nature, contre le système naturel, contre tout. Parce que refroidir le climat, l'atmosphère, n'est pas facile, n'est pas quelque chose d'artificiel. Maintenant, les gouvernements occidentaux travaillent sur un sujet très dangereux. Ouais, la géo-ingénierie avec les mauvaises solutions. Tout à fait. Et je crois que la question, c'était plus au-delà des mauvaises solutions, c'était plutôt la désinformation sur ce sujet. Ça, c'est jeudi. Alors, c'est vrai qu'il y a, juste une petite remarque, il y a de plus en plus, enfin, il y a de moins en moins, je pense, on peut espérer quand même de moins en moins de climato-sceptiques de par le monde. Mais enfin, moi, je sais qu'à mon niveau, dans mon émission, je serine en permanence que la science n'est pas une opinion, en vérité. Et donc, il faut s'appuyer sur des personnes qui ont un diplôme. C'est-à-dire, il faut aller interroger des gens qui sont crédibles sur ce sujet et ne pas donner la parole à n'importe qui dit n'importe quoi. Je pense que c'est l'origine de la parole qui crédibilise l'information. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Juste peut-être pour faire le lien. Moi, j'ai fini, Madame Aïda, mais je dis, il n'y a pas juste des informations. Il y a aussi théories qui travaillent sur ça. Et ce sont des théories scientifiques dangereuses contre le système naturel. Et voilà, on doit, comme des journalistes environnementaux et environnementaux, on doit vraiment avoir une bonne connaissance sur toutes ces théories. Voilà. Pour ne pas relayer n'importe quoi. Oui, c'est ça. En fait, je voudrais faire écho en fait, à ce qu'a dit Khalid. Parce que maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a moins d'informations pour contrer le fait que le changement climatique existe, parce que les évidences sont là. Mais ce qu'il y a, c'est que des propositions de solutions miracles pour ne pas passer à la décarbonation, par exemple, de l'économie. Donc, qui rejoint un peu les solutions miracles. Oui, tout à fait. Ils veulent planter des arbres artificiels pour arriver à zéro carbone. Ça, c'est la folie. Oui.
J'ai une question. Est-ce qu'il y a des impacts positifs du changement climatique? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il se dit qu'au Mali, on n'a jamais exporté autant de blé. On n'a jamais autant produit de blé parce qu'il y a beaucoup plus de pluie. Est-ce que vous êtes confronté à de tels phénomènes et comment vous faites, puisque ça pourrait sembler positif? J'espère que ce n'est pas une fake news ce que je dis. Et puis deuxième, la transition énergétique, ça coûte très cher. Les États ont déjà beaucoup de missions auxquelles n'arrivent pas à répondre. Donc comment vous sensibilisez les États par rapport à quelque chose qui peut paraître un petit peu éloigné, donc à votre niveau, avec les médias dans lesquels vous travaillez? Aïda, les impacts positifs du changement climatique, il y en a. Oui, il y a certains impacts positifs dans certaines régions, comme il a parlé du Mali. Effectivement, il faut noter que la pluviométrie au Mali et dans le Sahel, de manière générale, est guidée par ce qu'on appelle la mousson africaine. Et il y a deux aspects, en fait, qui sont en opposition sur la mousson africaine. Il y a l'effet des aérosols et l'effet des gaz à effet de serre. Les aérosols, c'est les particules de pollution. Et pendant longtemps, l'effet des gaz à effet de serre a été masqué par l'effet des aérosols, pas sur le continent africain, mais en Europe et en Amérique. Donc l'effet des aérosols, c'est de réduire la pluviométrie dans le Sahel. Mais depuis le milieu des années 80, il y a une régulation qui fait qu'il y a moins d'aérosols dans ces pays-là. Donc maintenant, on commence à voir l'effet des gaz à effet de serre, qui est, de manière générale, une augmentation de la pluviométrie dans le Sahel. Mais, il y a un mais, parce qu'il y a plus de variabilité d'une année à une autre. Il y a plus de variabilité par rapport au début de la mousson. Il y a plus de pluies extrêmes. Et ce qu'on voit dans les projections climatiques aussi, c'est qu'à mesure que la température augmente, il y aura plus de pluie dans une bonne partie du Sahel, notamment centre-est. Mais il y aura une baisse de la pluviométrie dans le Sahel occidental, y compris une partie du Mali, du Sénégal, de la Mauritanie, également sur la zone côtière jusque dans le golfe de Guinée. Puis plus de pluie sur des sols très secs. Effectivement. Plus de pluie en quantité sur des sols très secs. Vous avez peut-être fait l'expérience dans votre jardin ou dans un parc. Quand il pleut beaucoup sur un sol très sec, ça ruisselle, ça ne rentre pas. Effectivement, donc, ça crée des inondations. Voilà, notamment, c'est toutes les inondations qu'on voit régulièrement et qui augmentent chaque année dans toutes les villes africaines. Il peut y avoir plus d'assèchement pendant la saison sèche parce que la température augmente et il y a plus d'évaporation. Donc, c'est positif, mais d'un certain côté, il y a d'autres aspects. Juste, je crois qu'on n'a pas répondu à la question pour faire le lien entre les différents enjeux environnementaux. Je pense que c'est intéressant. Khaled l'a un petit peu dit, mais en effet, bon, là, Aïda vient d'expliquer le lien, par exemple, entre la pollution et les gaz à effet de serre, mais il est certain que la disparition massive de la biodiversité et le climat sont deux sujets étroitement liés. On peut penser aux forêts, par exemple. Si on coupe les forêts et qu'on brûle du bois, on relâche du carbone, alors que les forêts séquestrent du carbone. Donc, en gros, plus on préserve la biodiversité, mieux on s'arme pour lutter contre le changement climatique, pour simplifier. Et les deux organismes scientifiques internationaux, que sont le GIEC pour le climat et l'IPBES pour la biodiversité, travaillent de plus en plus pour créer des ponts et des groupes de travail communs pour justement proposer des solutions qui luttent contre l'un et contre l'autre à la fois. Est-ce que je peux juste commenter? Je pense que la meilleure solution pour protéger la nature, la biodiversité, c'est d'établir des réserves naturelles. Ça, c'est une solution très efficace et ça, aussi, ça aide les communautés de travailler, de réactiver les communautés locales dans leur environnement. Et voilà, merci. Juste pour ajouter quelque chose par rapport à sa question, c'est vrai que le changement climatique aussi impacte la biodiversité, mais pour revenir à la pollution, on sait que si on allie ensemble la lutte contre la pollution atmosphérique et le changement climatique, il y a également des co-bénéfices sur la santé. On sait que quand on met en place des mesures de lutte contre la pollution, l'effet refroidissant des aérosols, on va le perdre. Donc, il y aura un réchauffement supplémentaire. Mais ça, pour le contraire, il faut également qu'il y ait une baisse des émissions de méthane.
Donc également, il y a des co-bénéfices sur la santé qui vont se voir immédiatement et des bénéfices sur la baisse de la température peut-être dans 20 ans. Bon, c'est juste pour répondre précisément à cela. Il y avait d'autres... oui, monsieur. Oui, bonjour, Amaury Rochegonde, je suis journaliste. On ne vous entend pas. Ouais. Là, c'est mieux? Oui, c'est oui, parfait. Bonjour, Amaury Rochegonde, je suis journaliste au magazine Stratégie, également chroniqueur à RFI. J'avais une question autour des migrants climatiques. Est-ce que dans vos pays respectifs, les migrations sont abordées sous l'angle du climat ou pas du tout? Est-ce que ce sont des journalistes qui traitent ça, qui sont plutôt des informations générales? Ou est-ce qu'il y a une problématisation climatique de ce sujet? Je pense notamment à la Tunisie. Alors, oui, ben, ça tombe bien. J'ai fait il y a quelques semaines un article sur cette question. Donc, je suis allée dans la région d'El Fawar, qui est vraiment aux portes du désert. Et c'est une région qui n'a pas de tradition de migration. Donc, parce que c'est une oasis, donc les populations vivent essentiellement de l'agriculture et notamment des dattes. Sauf que depuis quelques années, ce qui s'est passé, c'est qu'à cause de la sécheresse, c'était plus possible en fait de se contenter de la pluie. Il a fallu faire toute une série d'installations qui coûtent extrêmement cher. Donc tout d'abord un sondage, et puis comme ces parcelles sont assez loin de la ville, il fallait mettre une installation de panneaux solaires pour pouvoir utiliser ces sondages. Donc c'était autour de 50 000 dinars l'installation, ce qui fait à peu près 15 000 euros, donc une certaine somme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des investisseurs de la capitale ou de la côte ou de Sfax qui sont venus, qui ont racheté ces terres-là. Donc les populations ont vendu leurs terres. Ils se sont retrouvés soit ouvriers dans leurs propres terres, ou alors ils ont dû quitter leur village. Et en fait, c'est ça moi qui m'a beaucoup surpris, c'est-à-dire qu'on est vraiment, on est en train de voir les premiers départs, alors que dans plein d'autres régions, il y a cette tradition de la migration. Mais alors, en allant sur place, j'ai eu beaucoup de mal à leur faire, donc on parle beaucoup de raisons économiques. Donc c'est pour des raisons économiques. Mais fondamentalement, lorsqu'on creuse, on réalise bien que c'est avant tout le changement climatique qui les a mis dans cette situation où ils sont obligés de revendre leurs terres. Donc oui, c'est un sujet qu'on essaye, mais c'est vraiment c'est tout à fait récent. J'ai pas lu beaucoup de contenu sur ce sujet à propos de la Tunisie. Alpha, en Guinée? Oui. En Guinée, certes, il y a des déplacés climatiques, mais il n'y a pas suffisamment d'articles, il n'y a pas suffisamment de contenu sur eux. Sinon, il y a quelques mois, notre équipe est allée dans une des préfectures de la Guinée où il y a un village. Les 30 dernières années, les populations étaient obligées de se déplacer par 2 fois. Mais il n'y a pas suffisamment de contenu pour justement parler de la situation de ces communautés-là qui étaient obligées d'abandonner carrément leur maison parce que l'eau est venue envahir leur habitation, pour abandonner la pêche qu'ils avaient l'habitude de pratiquer, abandonner l'agriculture et aller à des mètres, à quelques dizaines de mètres. Et au bout de 10 ans après, ils étaient encore obligés de quitter. Donc au fur et à mesure, certains ont préféré carrément abandonner le village pour aller s'installer dans la ville, ce qui fait que ça va poser un autre problème dans la préfecture parce que ceux qui viennent ne pourront pas avoir forcément des terres où ils peuvent cultiver, ils ne peuvent pas pratiquer la pêche et donc ils seront d'une manière ou d'une autre obligés peut-être de quitter même le pays et faire de la migration à cause de cette migration interne déjà qui ne leur était pas favorable. Merci beaucoup. Oui, le mot de la fin parce qu'on va arriver juste dans une, pas plus qu'une minute. Oui, en Irak, la migration climatique est en cours. Et il y a centaines de familles qui ont quitté leur territoire, surtout dans les marais irakiens au sud de l'Irak. Ils ont quitté leur maison parce qu'ils n'ont plus de ressources naturelles à cause de sécheresse, tout ça. Alors ils se trouvent dans les villes et sans travail, sans logement, sans salaire. Voilà.
Merci beaucoup. Voilà, on arrive à la fin de... Malheureusement, on a dépassé le temps déjà. On m'a dit 17h, c'est 17h. Donc, je ne sais pas, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à... On peut peut-être prendre une dernière question, si vous le permettez. Alors, une dernière question. Allons-y. Allez, parce que les débats sont très intéressants. Donc là... Monsieur non, mais il y a déjà un micro. Pardon. Oui, là-bas. Voilà. Ah, pardon. Et on prolongera après les échanges au-delà pour ceux qui veulent continuer de discuter. On est là aussi demain d'ailleurs. Voilà. Je m'appelle Beka Diop, je suis salarié de CIFI. Alors moi j'ai une question, déjà en fait une remarque, c'est que du pétrole et du gaz ont été découverts un peu partout en Afrique, notamment dans des pays tels que la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et on sait que le pétrole, le gaz, écoutez, c'est une manne financière considérable pour ces pays-là. Ça peut servir à financer l'éducation nationale, financer les systèmes sanitaires et sur d'autres points aussi. Maintenant, ma question est pour Madame Aïda Diong. Demain, vous êtes élue présidente de la République du Sénégal. Je sais que les élections, c'est pour bientôt. Vous avez ce dossier sur votre bureau. Qu'est-ce que vous décidez? L'économie ou l'environnement? Et vous avez 1 minute. Alors, c'est une question difficile, d'autant plus que je n'ai pas de chance d'être présidente de la République. Mais je pense qu'il faudrait ne pas mettre tous les œufs dans un panier. Parce que ce que je vois au Sénégal, ce n'est pas seulement l'exploitation du pétrole, mais c'est également des industries dérivées du pétrole qu'on est en train de mettre en place. Et le risque, c'est qu'on va aller vers un verrouillage économique ou bien des, comment on dit, stranded assets, je ne sais pas comment le dire maintenant en français, mais des actifs dévalués. Parce que si on met tout, notre économie, on base toute notre économie sur l'industrie pétrolière, d'ici quelques années, il n'y aura plus de financement. Et je pense qu'en même temps, ce qu'on va faire, c'est développer aussi d'autres industries basées sur l'énergie renouvelable, par exemple. Parce qu'on voit que dans beaucoup de pays, ce n'est pas parce qu'il y a la manne pétrolière que les gens vivent mieux aussi. Et moi, je rajouterais juste très rapidement qu'il y a eu un rapport, si ça vous intéresse, qui est très bien fait de l'économiste Nicolas Stern, qui a été fait pour la dernière COP, la COP 27, qui est disponible sur Internet, et qui démontre clairement que, en fait, un investissement dans une infrastructure à énergie fossile aujourd'hui, si on décide, par exemple, Aïda est présidente de la République, son cerveau vrille un peu, elle se dit allez, man tout de suite, on y va, on développe tout le pétrole à fond. En fait, il faut à peu près une vingtaine d'années entre le moment où on décide de construire un projet et le moment où le projet sera opérationnel. Et donc, il faut penser ce pas de temps-là, parce que dans 20 ans, est-ce que ce sera vraiment bien pour les pays africains d'avoir investi dans des infrastructures basées sur les énergies fossiles? Toutes les études économiques montrent que compte tenu de la montée de l'impact des changements climatiques, ça ne sera plus rentable. Donc c'est ce message-là qu'il faut faire passer et pas juste dire les Occidentaux se sont gavés, ce qui est vrai, et nous, on n'a pas le droit de nous développer. Oui, mais en même temps, voilà, le temps a changé et aujourd'hui, ce n'est plus, au-delà du fait qu'il ne faut plus aller exploiter davantage, mais ce ne sera pas rentable dans 15 ou 20 ans. Voilà. Merci. Voilà. Merci à tous. Bravo, et bravo.